La France, comme l'Italie et comme les autres pays en général, a tous les 365 ans un réveil historique, une victoire historique éclatante. Dans cette vidéo, nous allons vous partager la découverte essentielle que j'ai faite de ce cycle de 365 ans donc, qui passe en environ 30 ans dans chaque signe du zodiaque, eh bien, il est valable pour tous les pays, et une fois qu'on sait le décoder, eh bien, il n'y a plus qu'à regarder ce qui s'est passé il y a 365 ans pour savoir ce qui va se passer. Bien, et avant de voir les conséquences que ça a pour la France, notamment entre 2007 et 2037, dans quel signe de ce cycle on est, on va voir dans la suite de cette vidéo, eh bien qu'on est dans un cycle Scorpion, avec toute l'obscurité, les luttes et l'impression d'être dans une situation assez inextricable. On va le voir historiquement, ce sera très clair dans la partie qui correspond, mais d'abord, comme c'est certainement une idée nouvelle pour vous, comme elle l'est pour moi également, puisque ce n'est pas une idée que vous trouverez dans aucun livre, puisque c'est le fruit des recherches que j'ai fait récemment, eh bien, donc, commençons par voir en quoi ce cycle, il est historiquement indéniable, et comment toute personne ayant un peu de jugeote historique va voir qu'effectivement, tous les 365 ans, on prendra le cas simplement de la France et de l'Italie, eh bien, il y a effectivement un événement qui est majeur, qui n'apparaît même pas tous les siècles, ce niveau d'événement, et qui montre eh bien, que ce cycle est valide. Je précise qu'il s'agit d'une vidéo d'astrologie qui peut être consommée ou utilisée sous plusieurs formats. Vous pouvez l'utiliser comme une personne passionnée d'astrologie, qui a envie de comprendre l'astrologie, qui s'intéresse à l'histoire, qui adore l'astrologie mondiale, et dans ce cas-là, vous pouvez la regarder en entier. Mais vous pouvez aussi tout à fait, et c'est tout à fait légitime aussi, de faire de l'astrologie comme de la détente un peu plus, ou comme des pronostics géopolitiques. Et dans ce cas-là, si vous êtes moins intéressé par la partie technique et la partie historique, vous pouvez passer directement à la partie qui traite du présent actuel de la France et de cette période d'obscurité qu'on va traverser, possiblement jusqu'en 2037. On commence par la France, que vous connaissez certainement un petit peu mieux. En tout cas, l'éducation française tourne autour de l'histoire de la France, comme c'est le cas de tous les pays, et il y a quelque chose de normal, même si assez égocentré dans cette pratique. Quoi qu'il en soit, on commence cette série eh bien, par la naissance de la France qui, contrairement à la majorité des historiens, je mets, et ça va se confirmer astrologiquement, vous allez le voir, au partage de Verdun. Donc on a une construction assez lente de la France, qui est malgré tout, on pourrait dire, la première nation réellement consciente de son identité. Rome était un empire, la Grèce c'est plutôt des cités-États, bref. Ça prend du temps et ça commence avec donc l'arrivée des Francs, mais ces Francs sont assez désorganisés, ils n'ont pas vraiment une conscience culturelle claire, et tout ça va évoluant au fil du temps, va se mélangeant aux influences romaines. Les Francs sont plutôt finalement une tribu germanique, ce qui nous éloigne de l'essence, on va dire, personnelle, spécifique de la France actuelle, qui a donc quelque chose d'un petit peu à cheval, on va dire, entre le côté germanique et le côté romain, même si elle a son essence propre, il reste qu'elle est entre ces deux choses, et que Clovis, eh bien, et si on voulait prendre cette date-là, on se rend compte qu'à ce moment-là, eh bien, la France serait plus de ces tribus barbares germaniques que la France telle qu'on en connaît l'essence. Donc, cette date n'est pas pertinente à mon sens, pas plus que ne l'est le sacre de Charlemagne, eh bien parce que Charlemagne, justement, c'est un empereur européen plus qu'un empereur français. Encore moins le serait le début de la dynastie des Capétiens, dont les premiers sont des losers, et la France n'a quand même pas l'état d'esprit général un pays de losers. C'est le cas depuis 2007, et on va voir pourquoi tout à l'heure, mais c'est pas le cas en général, et c'est pas le cas dans son essence profonde. Donc le début de la dynastie des Carolingiens, qui était des Capétiens, qui étaient plutôt au début donc des gestionnaires brillants et talentueux, et qui ont gravi les échelons
Comme ça correspond, on va le voir, à l'ascendant vierge de la France, le côté ingénierie, le côté gestionnaire, mais ça n'est pas l'essence de la France et ça ne va pas. En revanche, historiquement, le partage de Verdun de 843, je vais expliquer ce que c'est, me semble profondément cohérent pour une date de naissance énergétique astrologique de la France. Alors c'est quoi la naissance d'un pays d'un point de vue astrologique? Eh bien, de mon point de vue, c'est que l'archange du pays, qui peut d'ailleurs être d'un rang plus élevé qu'archange, mais on dit archange comme ça pour faire simple, puisque c'est pas un cours d'angéologie ici, eh bien, l'archange du pays reçoit, au moment qui semble opportun d'un point de vue culturel, spirituel, symbolique, les énergies astrologiques du moment, enfin pas que les énergies astrologiques, mais notamment les énergies astrologiques du moment, et se fait le réceptacle astrologique, disons, de la destinée du pays. En l'occurrence, lors du partage de Verdun, on a des faits historiques qui correspondent bien à une définition relativement claire de la France. Bon, d'une part, il y a le fait quand même qu'il y a eu le temps pour que se fasse ce mélange culturel qui correspond assez bien à la France, qui est ce mélange un peu plus sauvage, un peu plus gaulois, un peu plus germanique d'une part, et ce mélange plus romain, donc plus organisé, plus vierge, on pourrait dire, d'un point de vue astrologique, qui lui vient donc de l'héritage romain. Ce n'est pas le cas au moment de Clovis vers 500, mais vers 843, on voit que Charlemagne s'est inscrit dans une tradition, on pourrait dire, plus écrite, un peu plus figée, un peu plus organisée, un peu plus civilisée, et le mélange entre ces deux influences majeures a bel et bien eu lieu. Deuxièmement, ce partage de Verdun, eh bien, ce partage de Verdun définit vraiment la France comme l'héritière occidentale, donc de l'Ouest, de cet empire glorieux de Charlemagne. Charlemagne qui était donc un empereur franc. Donc entre les trois parties qui vont naître de l'empire de Charlemagne, qui sont finalement le nord de l'Italie, la France et l'Allemagne, eh bien c'est la France qui peut s'identifier en tant que peuple comme l'héritière glorieuse, puisque finalement l'Italie, bon, d'une part ça va être assez compliqué, on verra quand on parlera de l'histoire de l'Italie et de son propre cycle, et puis l'Allemagne, eh bien finalement Charlemagne, même s'il a conquis l'Allemand, du coup l'Allemagne, eh bien du coup ces peuples étaient des peuples conquis, des peuples soumis par Charlemagne, donc il y a quelque chose dans cet héritage qui, malgré tout, va définir un certain territoire relativement stable allemand. Eh bien, il y a quelque chose auquel, vu que c'est le fruit de la défaite, hein, de même, les Allemands n'ont pas pu s'identifier au traité de Versailles car c'est le fruit d'une défaite, même si ça aurait pu, eh bien évidemment psychologiquement ça ne passe pas. Et donc c'est plutôt le Saint-Empire romain germanique qui sera en lien avec la création de la nation allemande. On n'en parlera pas dans cette vidéo, mais c'est assez clair. Je choisis donc comme carte natale de la France ce moment du partage de Verdun, et pour ce qui est de la date exacte, qui est historiquement pas très précise, et de l'heure, qui évidemment l'est encore moins, eh bien c'est la cohérence par rapport à la tendance de la France vue par l'étranger, les Français se connaissant assez mal. On est en général ce qu'on est, on le considère comme évident, et c'est donc les étrangers qui nous renseignent sur ce que sont réellement les Français dans le relatif. Et eh bien, cette description des Français par les étrangers correspond extrêmement bien à cette carte natale que je choisis. Vous avez la date et l'heure qui s'affichent, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et on retrouve donc vraiment les éléments essentiels qui constituent les énergies françaises. Donc on a un ascendant vierge qui correspond à ce côté bureaucratique, centralisé, administratif, hein, le côté, si on veut, haussmannien, de l'organisation de Napoléon, ce côté donc bureaucratique, etc., etc., qu'on connaît bien, qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur, puisque évidemment beaucoup nous l'envient, beaucoup viennent en France pour ça, et on est les seuls à s'en plaindre,
même si évidemment des fois c'est pénible, il reste que c'est une richesse. Évidemment, on retrouve une quantité révolutionnaire contestatrice importante, et c'est nécessaire, hein. La France est ce pays, donc à part depuis 2007 où on est dans cette phase un petit peu de dégringolade, un petit peu d'obscurité, on va en parler juste après, on est en général à la pointe du progrès social, alors évidemment pas à la façon des pays scandinaves qui arrivent à le faire de façon beaucoup plus naturelle. Là c'est une question de latitude et c'est un peu compliqué de faire mieux dans notre cas, mais en tout cas on est dans le domaine des idées, dans le domaine de l'innovation, on a quelque chose qui relève à la fois de la lune Verseau que j'ai choisie et à la fois du soleil maison 11, qui a donc valeur Verseau, auquel correspond aussi cette position. Une fois qu'on est d'accord sur la date de naissance de la France, et je vous invite à ressentir cette énergie profonde, cette énergie de l'archange de la France, et pour lui, en fait, la 5e République, c'est de l'ordre d'une révolution solaire, c'est un moment comme ça, un petit peu passager, avec certaines configurations qui ont leur utilité évidemment sur le moment, qui décrivent un certain scénario. Bon, ici, on peut imaginer que cette 5e République n'a pas duré à l'infini. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de transitoire, c'est quelque chose de périphérique, même si important, comme en gros un transit ou plutôt une révolution solaire. Mais le moi profond de la France, son identité astrologique profonde, il est, à mon sens, dans la carte, modulo peut-être un jour ou deux, d'ailleurs c'est négociable, que je vous ai montré. Donc c'est intéressant de ressentir ce moi profond, au-delà de la un peu superficielle démocratie, enfin pseudo-démocratie qu'il y a, et du système pseudo-démocratique qui est en place avec la 5e République, disons qu'il y a un potentiel démocratique, mais qui évidemment n'est plus démocratique depuis déjà quelques années. Le point technique suivant, et encore une fois, si la technique ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement au côté prévisionnel qu'apporte cette méthode, c'est-à-dire le cycle 2007-2037 et comment il répète les cycles précédents. Donc le point technique précédent, c'est celui du soleil progressé, ce soleil de progression secondaire, si on veut. Pas que, mais on va s'en tenir à ça. Le soleil progressé, donc, c'est le soleil qui avance d'1 degré par an. Ça fonctionne pour les individus de façon majeure, c'est-à-dire que vous avez un premier moment qui est dans votre signe de naissance. Par exemple, vous êtes bélier, vous avez un moment bélier. Et puis, quand on avance d'1 degré par an, eh bien, il y a un moment où vous sortez du bélier. Si vous êtes à la fin, dans les derniers degrés du bélier, vous sortez dans vos premières années. Si vous êtes au tout début du bélier, vous allez sortir plutôt un petit peu avant 30 ans. Et puis, 30 ans après, vous passez encore dans le signe suivant. C'est-à-dire que après quelques années, vous passez en taureau, et puis 30 ans après, vous allez passer en gémeaux, et encore 30 ans après, vous allez passer en cancer en tant que bélier. Ça définit donc des chapitres de vie longs dans lesquels vous développez les qualités de ce signe, vous êtes confronté aux défis que présente ce signe. Et dans le cadre de la France, eh bien, c'est la même chose. Tous les 30 ans environ, un tout petit peu plus, eh bien, la France change de signe solaire, tout en gardant évidemment sa nature profonde de Lion, qui en ce moment est pas mal dans l'ombre, mais quoi qu'il en soit, c'est sa nature profonde, et elle parcourt un cycle comme ça entier, donc en 365 ans, puisque l'idée de la progression, c'est que un jour correspond à un an. Et donc on va avancer, comme on avancerait normalement en un jour astronomiquement, on va avancer comme ça dans le ciel, une année par une année. Donc au lieu de mettre 365 jours à faire le tour, on met 365 années. Venons-en à la démonstration historique et selon moi largement indéniable de ce cycle. Vous allez voir, c'est vraiment des dates massues, aussi bien pour la France que pour l'Italie que pour l'Allemagne. L'Italie, c'est intéressant car on ressent que quelque chose en fait vient de très loin. J'ai pas fait la recherche encore pour savoir ce que serait ce très loin, mais il y a une filiation et il y a un héritage, et je pense qu'on le voit d'ailleurs encore même aujourd'hui. Les Italiens ont cette recherche de la grandeur impériale passée, Meloni, Berlusconi, César, tout ça s'insère dans un même cadre mythologisé
ça veut dire du coup actif dans l'inconscient collectif italien. Qu'on aime ça ou pas, c'est pas la question, c'est le fait que ce soit actif et que les gens votent pour ça, les gens s'identifient à ce passé impérial, et si vous voulez, c'est comme dans ces films où les dieux dépendent pour leur existence de qui les vénère, de la même façon, les pays dépendent du rêve collectif qui se joue pour leur définition. Donc tant que le rêve de l'Italie impériale parle aux Italiens, c'est ça qui définit l'Italie. Il faudra faire une recherche donc historique et astrologique sur quel moment exactement, est-ce que c'est la République, est-ce que c'est l'Empire, est-ce que c'est la fondation de Rome. Il y a une vraie recherche là-dessus, ça peut être encore d'autres événements. En tout cas, pour l'Italie, on a vraiment une échelle de temps très longue où à chaque fois, eh bien, tous les 365 ans, quasiment comme une horloge. Donc évidemment, cette progression du Soleil est un paramètre parmi d'autres, ce qui explique que ça ne tombe pas quand même exactement comme un métronome tous les 365 ans, mais qu'en fonction des transits pour le pays, en fonction de ce qui se passe pour les pays autour aussi, en fonction d'autres paramètres astrologiques dans lesquels je ne vais pas rentrer, les choses peuvent se déclencher quand même à différents moments. Mais il reste que pour l'Italie, ce cycle de 365 ans, il est extraordinairement parlant et on voit les différentes dates absolument fondatrices de donc la crucifixion de Jésus, qui est donc la naissance en fait de la la future nouvelle Rome impériale, qui est l'Église catholique romaine. Vous voyez bien que même dans le nom, ils reprennent ça. Et dans l'énergie, on n'a pas manqué de commentateurs pour dire que le catholicisme, c'est la reprise semi-sécularisée de l'empire, cléricalisé, au contraire, même si justement ça reste à moitié séculaire, de l'empire romain. On refait ça, mais sous une apparence plus culturelle, sous une apparence plus spirituelle, mais finalement c'est la continuation à Rome de cette volonté universaliste, civilisatrice et parfois évidemment aussi contrôlante. Tout ça c'est repris, tout ça c'est la continuation, et tout ça commence donc l'impulsion. Vraiment, c'est le sacrifice du Christ qui donne évidemment l'impulsion mondiale au mouvement chrétien. Jusqu'à sa crucifixion, on peut dire que c'est de l'ordre d'une graine qui est en terre avec un petit groupe de personnes autour de lui, et à partir de là, bon, il faut attendre un petit peu la Pentecôte quelques jours après, quelques semaines après, je veux dire, pour que effectivement il y ait ce mouvement d'universalité qui va dans les différents pays. Je ne détaille pas plus que ça pour l'Italie, je pense que les dates et les différences entre les dates parlent clairement d'elles-mêmes. Évidemment, toutes ces fondations qui ont lieu en Italie sont super essentielles pour la constitution finale, c'est-à-dire l'unification des régions par Garibaldi. Donc on a dans l'ordre, quand même je le dis pour ceux qui écoutent, il y a des fois des personnes qui écoutent en podcast, on a donc en 395, alors là vraiment 365 ans juste après une date de crucifixion potentielle, la création de l'Empire romain d'Occident, qui va être une première subdivision de l'Empire romain qui, par la suite, amènera donc à l'existence d'une Italie indépendante. Puis, en 754, donc 359 ans après cette date, vous voyez que ça colle bien, on a la création des États pontificaux, donc le pape doit avoir son propre territoire, c'est à ce moment-là que ça arrive. Évidemment, ça fait partie de l'identité de l'Italie moderne, ça fait partie de la construction de l'Italie, et bing, ça tombe pile comme on veut. Ensuite, 1130, là on rentre dans des choses que les Français connaissent pas, mais qu'importe, c'est la création du royaume de Sicile. Le royaume de Sicile, eh bien, qui connaîtra une belle postérité. On va avoir ici des Normands, en fait, qui vont être liés à cette création, c'est-à-dire que l'intelligence gestionnaire, l'intelligence d'héritage, l'intelligence de stabilité des Normands, et c'est peu connu, vont, comme c'est le cas en Normandie,
créer quelque chose de stable et puissant en Sicile qui résistera au siècle et qui sera l'une des pierres nécessaires à la fondation de l'Italie moderne. On aurait la Lombardie au nord, on a le royaume de Sicile au sud, pardon. S'il n'y avait pas eu ce royaume de Sicile, l'unification aurait été beaucoup plus compliquée. Ce royaume de Sicile, il a joué plusieurs rôles historiques fondamentaux. Clairement, c'est l'une des pierres de la construction de l'Italie, et la date, encore une fois, arrive vraiment très bien. Un autre moment constitutif majeur et indéniable, totalement indéniable de la méthode, c'est le cœur de la Renaissance italienne. Quelque part, l'Italie, c'est le pays, on peut dire, de l'âme de sensibilité. Vous savez, ce moment entre 21 et 28 ans où se développe l'âme de sensibilité selon Steiner, qui est ce moment qui correspond à l'Italie, c'est ce moment friendly, c'est ce moment où on passe son temps plus avec les amis, on se définit plus avec les amis, par exemple, quand on sort, même en couple en Italie, on sort en groupe. C'est ça l'âme italienne, et ça ne va pas sans cette sensibilité artistique qui est la raison pour laquelle on va en Italie encore aujourd'hui, à Florence notamment, mais dans toutes les grandes villes italiennes. Cette Renaissance et son incroyable beauté, c'est la façon exceptionnelle dont elle nous touche, fait une partie vraiment centrale de l'âme italienne. C'est indéniable, ne serait-ce que par le nom de la moitié des restaurants italiens et des décorations de 3/4 des restaurants italiens. Et ça se passe, là encore, j'ai pris la naissance de Botticelli, la naissance de Vénus, qui est peut-être la toile la plus emblématique avec celle de Léonard de Vinci, qui sera à peu près de la même période. C'est là, ça se trouve juste, du coup, entre la création du royaume de Sicile et l'unification de l'Italie par Garibaldi. Mettez-moi dans les commentaires si c'est pas parfait. En tout cas, ça m'a totalement convaincu. La France a eu au cours du dernier millénaire 3 moments béliers importants qui se trouvent être espacés de cette date assez constante, de cette durée assez constante de 365 ans. C'est remarquable car ces 3 moments sont des moments indéniables de gloire, des moments indéniables de conquête qui n'étaient pas du tout gagnés d'avance, de victoires militaires qui n'étaient pas du tout gagnées d'avance, qu'on a eu du mal à prévoir, on n'aurait pas forcément misé sur cette issue du conflit. Vous allez voir, les 3 cas sont vraiment remarquables, et ce qui nous intéresse évidemment dans le cadre de cette vidéo, c'est le côté métronomique du retour. Donc le premier cas, c'est la conquête par Guillaume le Conquérant de l'Angleterre. Il y a une question d'héritage familial, bref, en tout cas, il se sent légitime à clamer le trône d'Angleterre, mais si on y réfléchit, c'est simplement une personne qui a le duché de Normandie, et par des alliances, mais aussi quand même par quelque chose qui semble ici faire partie du destin de la France. Guillaume le Conquérant réussit à s'emparer en 1066 d'Angleterre, un exploit qui a quand même assez rarement été réalisé. Et même Hitler, qui dans la toute-puissance du début de son règne, n'a pas réussi à faire ça. Bon, il faut dire que l'Allemagne, c'est plutôt une tellurocratie qu'une thalassocratie. L'Allemagne est un empire par nature continental, comme l'exprime le signe du Capricorne, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est ce premier moment de puissance incontestable, assez surprenante, même si évidemment on trouve des explications, il y a des explications à tout, mais enfin, si on allait dire qu'une région de la France allait conquérir l'Angleterre, je pense pas qu'on aurait été beaucoup, sans connaître l'issue, à penser que ça allait fonctionner, d'autant qu'il fallait payer, acheter, construire des bateaux pour traverser la mer, ce qui est quand même toujours, en termes de coûts, c'est une expérience totalement différente. On avance, donc 1066
Guillaume le Conquérant réalise ceci, on avance de 363 ans. Vous voyez qu'à 2 ans près, on est dans le métronome. Et ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est qu'on arrive à la toute fin exacte de la guerre de 100 ans. Ici, la guerre de 100 ans, on pourrait dire que c'est la première guerre d'indépendance, hein, indépendance au sens où il y a une conscience nationale qui s'éveille, qui se libère d'un joug colonial, hein, même si du coup il y aurait des nuances à apporter, mais c'est intéressant, je trouve, de voir ça, comme tous ces pays du Sud qui ont trouvé leur indépendance justement par une guerre de décolonialisation, eh bien la France est la première, à mon sens, mondialement, à avoir cette conscience d'elle-même, et ça arrive justement, bingo, en 1429. Cette conscience, elle est apportée par la conscience, on pourrait appeler michaélique, hein, c'est-à-dire justement Saint-Michel étant une façon de voir cet archange de la France dont je parlerai. Eh bien, ici, c'est Jeanne d'Arc qui va porter momentanément dans son aura cette conscience de ce que la France peut devenir à un moment où peut-être environ la moitié du territoire est occupé qui par les Anglais, qui par les Bourguignons, qui sont plutôt alliés des Anglais, même s'il y a des revers d'alliance de temps à autre, eh bien, là encore, personne ne miserait sur cette jeune femme qui n'a même pas 18 ans, qui vient d'un bled complètement perdu, hein, on pourrait, voilà, c'est une gardienne de troupeau. En quoi cette gardienne de troupeau va-t-elle libérer la France, lui donner sa conscience nationale? On est là encore, comme dans le cas de Guillaume le Conquérant, dans le cas d'un outsider complet. On verra qu'on a exactement la même chose avec Bonaparte, qui lui aussi fait partie de la périphérie, puisque il n'y a pas plus périphérique, si on veut, que la Corse, et cet outsider eh bien, se révèle être le champion de l'esprit français à ce moment. On est vraiment dans une dynamique totalement bélier, hein, l'œil du tigre, si vous voulez, Rocky, l'œil du tigre, de quelqu'un qui est à terre moralement, physiquement, hein, et qui n'a aucune chance de remporter le championnat. Et pourtant, dans cette dynamique, dans ce moment bélier, eh bien, la personne fait preuve d'un courage, d'une audace, d'une clairvoyance sur le futur qui dépasse tout ce qu'on pouvait attendre, et Jeanne d'Arc en l'occurrence, mais c'est évidemment les esprits qui passent à travers ces personnages en fait, qui expriment ces moments béliers de la France, eh bien Jeanne d'Arc ici va s'habiter, on pourrait dire, hein, de cette conscience française, de cette conscience de la mission française, et forte de cette présence divine, on peut dire, en elle, eh bien, va redonner la confiance, va redonner la conscience à la France, va donc libérer Orléans, ce qui va être une preuve de sa mission, en quelque sorte, et forte de ce succès, va avec donc le roi Charles, eh bien, se frayer un chemin à travers le territoire occupé par l'ennemi jusqu'à arriver à Reims, et à Reims réussir à le faire sacré, là où donc à nouveau pour des questions familiales, mais fondamentalement pour des questions qui ne sont toujours pas résolues aujourd'hui sous Macron d'ailleurs, de archétypes nationaux imbriqués entre donc l'archétype anglo-américain, on pourrait dire, et l'archétype plus proprement français, un petit peu plus lié d'ailleurs à la Grèce, hein, chose qu'on est toujours en train, avec Macron aujourd'hui, d'essayer de séparer, hein, la guerre de 100 ans n'est pas terminée, j'aurais pu titrer cette vidéo comme ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, Jeanne d'Arc aide à faire ce distinguo entre la conscience, on va dire, britannique, mais aussi bretonne, du coup, qui est plus celtique, hein, si on veut, et la conscience proprement française, qui est plus, en un sens, catholique, qui est, en un sens, plus romaine également. Troisième moment bélier majeur et incontestable et éclatant
de la France, eh bien c'est la victoire des armées révolutionnaires et à travers elle la montée évidemment de Napoléon Bonaparte qui en est un général. Mais en tout cas, la victoire de la première République française face à la première coalition des monarchies qui inclut la plupart des voisins de la France, donc une situation assez délirante dans laquelle un pays seul, donc outsider à nouveau, avec un général, lui aussi outsider, je l'ai dit juste avant, arrive à vaincre eh bien, tous ses ennemis séculaires réunis. Hein, c'est tout à fait dingue comme situation, mais c'est ce qui a lieu à ce moment, donc juste 365 ans après le couronnement de Charles VII à Reims. Hein, vous faites 1429 plus 365, vous tombez en 1794, ce qui est en gros la fin de cette première coalition, la seule vraiment menaçante et sérieuse, on va dire, contre la République française. Et bingo, on a à nouveau le chiffre de 365 qui sépare deux événements majeurs où, eh bien, là encore, la France va affirmer son identité face à ce qui l'entoure, cette identité tournée vers le futur, tournée vers la construction de quelque chose de nouveau, qui évidemment, de façon regrettable, passe par la destruction de quelque chose d'ancien et qui en un sens a un potentiel plus spirituel, on pourrait dire, mais quoi qu'il en soit, c'est ce rôle de la France que de faire plutôt advenir le futur, et donc ici, de rompre pour la première fois, disons, dans ce moment historique, avec les monarchies qui s'étaient donc installées dans l'ensemble de l'Europe. J'espère que toute cette démonstration vous a convaincu. Sachez que je pourrais la détailler encore beaucoup plus, notamment par les moments balance de la France, c'est-à-dire ces moments où eh bien, la France se retrouve entre les mains d'une puissance étrangère, hein, c'est la régence de Catherine de Médicis, c'est Louis IX qui emprunte aux banquiers lombards, c'est la construction de l'Europe avec Giscard, et likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, évidemment. Plus elle va rencontrer d'écho dans le public, plus je serai poussé à continuer sur ce thème, mon but n'étant pas de prêcher pour quelques initiés, mais simplement de rendre accessibles des vérités plus profondes au plus grand nombre. Je vous mets quand même quelques diapositives sur ces moments balance de la France, donc ces moments où tout à coup il y a une puissance étrangère dont l'influence est significative. En plus de ce que j'ai dit, il y a ce moment où les Vikings donc, exercent de plus en plus de pression sur le roi de France jusqu'à ce que Charles le Simple leur accorde la Normandie. Bon, c'est le même scénario sous Valéry Giscard d'Estaing, qui est un Allemand né à Coblence, et qui va donc donner de la même façon une partie importante de la France, cette fois-ci, on pourrait dire aux États-Unis, ou à l'Europe si vous voulez, suivant votre lecture des choses. Et voilà, je mets ça en diapositive pour ceux que ça intéresse, et éventuellement j'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée. En quoi la France est-elle dans un moment scorpion? Je pense que toute personne qui aime la France le ressent. On est dans un moment de crise où vraiment il n'y a pas grand-chose à quoi se rattacher. Ayant vécu en tant qu'enfant puis adolescent les périodes Mitterrand et Chirac, et pour ceux qui ont vécu encore avant, je pense que le contraste il est encore plus criant et encore plus douloureux, eh bien on voit bien que les dirigeants qu'on a aujourd'hui sont des guignols à la solde donc, du libéralisme, hein, dont on n'a pas réussi à se débarrasser lors de la guerre de 100 ans, on n'a pas réussi à trouver notre position juste par rapport à ça. Du coup, il revient nous hanter, ce libéralisme, qui appartient donc plus à la sphère anglo-saxonne que à la sphère française. Mais quoi qu'il en soit, il est là et on ne s'en débarrassera pas comme ça. C'est venu donc pendant le moment balance précédent. Ça s'est aggravé. Eh bien, ça s'est aggravé donc depuis 2007.
Sarkozy en était évidemment le premier exemple, là, le premier symptôme, on pourrait dire. Et ça a été de mal en pis avec Hollande, puis avec Macron, où on a vraiment ici deux phénomènes donc on va retrouver dans les périodes Scorpion précédentes. Enfin, il y a plus que deux phénomènes, mais on va peut-être pas tous les étudier. En tout cas, il y a cette volonté d'une centralisation, mais qui se fait par une forme de violence. On verra ça donc notamment avec Philippe le Bel, qui est le premier roi maudit. Philippe le Bel, je résiste pas à vous faire un spoiler sur la suite, mais Philippe le Bel, c'est celui qui va donc centraliser à tout prix la France, qui va se lancer dans des guerres coûteuses. La mauvaise gestion du budget en Scorpion, il y a ce côté dépensier du Scorpion. C'est cramer les ressources Scorpion pour aller explorer son ombre, quelque part, et on n'échappe pas à ce genre de cycle maintenant. Donc Philippe le Bel le fait tant et si bien qu'au début de la période Sagittaire, juste après la fin de la période Scorpion, il aura comme méthode un petit peu expéditive, comme on peut voir ça actuellement dans la politique, d'autres méthodes expéditives, eh bien, il condamne les Templiers et prend leur richesse, sous une pression, là encore, très extérieure, certainement liée à la papauté notamment. Mais en tout cas, c'est un exécutant d'ordre qui le dépasse, c'est quelqu'un qui a mal géré son budget et qui doit trouver des bidouilles. Et donc c'est ça, la phase Scorpion. Là j'ai remonté de 2 phases Scorpion avant. Maintenant que le décor est à peu près planté sur le rapport entre cette période et les périodes précédentes, on va rentrer un petit peu plus dans les points communs profonds. Et l'un des points intéressants, c'est cette fameuse malédiction des Templiers qui nous pend au nez ici avec ce qui se passe du point de vue de la dette. C'est-à-dire qu'on a un monarque à la fois avec Philippe IV, mais aussi avec Louis XIV qui mènera à la Révolution, mais aussi du coup avec Macron, qui sont des monarques vraiment dispendieux, qui ont une politique on pourrait dire, de gloire personnelle, qui mènera à une forme d'instabilité, et même donc dans le cas de Philippe IV de malédiction, puisque il va s'accaparer la puissance économique des Templiers. Il y avait des commanderies un peu partout dans l'Europe, et c'était quelque chose de vraiment puissant, c'était un ordre réellement impressionnant à ce moment-là. Et donc, il va y avoir cette spoliation de cette puissance spirituelle et culturelle française au profit, en fait, de ses intérêts politiques personnels, de ses amis. Et de la même façon, le président actuel a vendu des technologies, a vendu des entreprises bon marché, là encore, à son réseau politique. Et en même temps que cette vente bon marché n'aidait pas le budget, mais au contraire l'aggravait. Donc on va avoir cette même malédiction si on n'y prend pas garde. Mais évidemment, il ne faudrait pas voir ce moment Scorpion comme une punition, comme un châtiment, comme quelque chose dont le destin nous accablerait, mais c'est un moment qui a la vertu de nous faire rechercher plus profondément notre valeur. Et dans cette première partie du règne de Louis XIV, par exemple, puisque ce moment Scorpion va jusqu'à ses 33 ans, la première moitié est plutôt de l'ordre d'une régence avec Mazarin notamment, et puis la deuxième moitié est plus de l'ordre de Louis XIV lui-même. Et on a de façon intéressante dans le moment culturel en question, on a Molière qui remonte quand même le niveau et qui fait naître une contestation, on va dire, plus intelligente, qui va montrer ces jeux de pouvoir, ces jeux centralisateurs, qui sont cette énergie du Scorpion, c'est beaucoup la lutte de pouvoir, si vous voulez, la dialectique du maître et de l'esclave, par exemple, aurait cette dynamique un petit peu Scorpion, de savoir qui domine qui, finalement.
Et c'est justement ce qui se joue dans le théâtre de Molière, où en fait celui qu'on croyait subordonné, qui est le valet, finit par être celui qui reprend le contrôle et celui qui par la subtilité, qui utilise subtilement la grossièreté des passions du maître, hein, les passions pour l'argent notamment. Et donc c'est aussi ça qui se joue en arrière-plan ici, donc à travers à travers la puissance uranienne de la France et la puissance uranienne évidemment de Pluton en Verseau, donc là pour les 20 ans qui viennent, eh bien le contre-pouvoir qui était représenté, disons de façon symbolique, mais pas que par Molière à l'époque, donc du dernier passage du Soleil progressé de la France en Scorpion, eh bien, cette critique subtile, cette critique plus avancée, on la voit énormément dans les réseaux aujourd'hui, et donc se prépare quelque chose qui permettra de dépasser cette centralisation assez égotique à laquelle nous sommes soumis. Vous allez me dire, c'est une vidéo un petit peu déprimante, 2037, c'est quand même dans 12 ans, hein, avril 2037, le soleil progressé de la France passera en Sagittaire, et on pourra s'attendre à un début de nettoyage par rapport à tout ce qui s'est passé pendant ces 30 années. 12 ans, c'est long, mais tout dépend de votre âge, hein. Si vous avez 30 ans et plus, ça paraît beaucoup plus raisonnable que si vous avez moins de 30 ans, hein, puisqu'on compare relativement à ce qu'on a déjà vécu. Et puis d'autre part, je trouve que c'est tout de même une bonne nouvelle, en tout cas comme pronostic, de se dire qu'il y a une fin à tout cela, que tout cela a un sens aussi, un sens d'aller voir les parties que nous n'avons pas explorées, et donc ici notamment cette partie libérale du monde anglo-saxon, mais dont on ne s'est toujours pas détaché, hein. Il y a des liens familiaux, idéologiques, hein, comme par exemple Tocqueville qui commente la démocratie en Amérique, enfin ils sont nombreux ces liens, aussi la révolution américaine appuyée par les Français, etc., etc. On a un lien entre les deux pays qui n'a pas encore été clarifié, et c'est l'occasion de le faire pour renaître à quelque chose de plus clair. Et bien entendu que d'un point de vue spirituel et karmique, ce qu'on perd d'un côté, on le récupère toujours de l'autre. La destruction par Philippe le Bel des Templiers, ce qui sera finalement sa propre autodestruction, hein, il y a ce côté scorpion, où il a appuyé bêtement sur le bouton spirituel d'autodestruction, puisque évidemment, spirituellement, les Templiers étaient beaucoup plus puissants que lui, et en 314, quand il fait brûler leurs dirigeants, il reçoit la malédiction, d'ailleurs lui, le pape, et encore une autre personne, 3 personnes reçoivent la malédiction de Jacques Molay de comparaître cette année même devant le tribunal divin, et c'est ce qui se passera. On a là un fait historique de personne qui a appuyé un peu trop longtemps sur le bouton scorpion et qui a finalement tiré la chasse elle-même. C'est ça qui attend les faux dirigeants que nous avons maintenant. Ils vont eux-mêmes s'autodétruire dans leurs bêtises et dans l'inconscience des forces spirituelles qu'ils déclenchent malgré eux. C'est-à-dire que même si le constat est un petit peu amer de se dire que vraisemblablement on en a encore pour 12 ans, eh bien néanmoins ça prend ce sens, cette perspective historique où on voit qu'il y a ces moments d'incertitude, de doute, de réorganisation, disons, des rapports de force, de travail du pays avec ces rapports de force, mais que cela ne va pas durer indéfiniment et que finalement les forces abusives de contrôle finissent toujours par s'autodétruire. Tous les dictateurs, vous pouvez regarder, vont finalement vers quelque chose qui les dépasse et la plupart d'entre eux ne finissent pas leur règne. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le fruit d'assez longues recherches que j'ai pu faire lors de mon voyage au Mexique. Je vous prépare ça depuis pas mal de semaines. J'espère que c'est savoureux pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre propre lecture des faits politiques et historiques. On est là dans une vision de longue durée qui nous sort un petit peu des médias qui nous parlent d'hier et de demain, puisqu'on est sur des siècles et même sur plus d'un millénaire.
J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi quel prolongement ou quels autres sujets pourraient vous intéresser dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.